Le dernier serment de Sol. Prologue, l'éveil des étoiles. L'année 2347 marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité. Après des siècles de rêves, de calculs et de sacrifices, le premier vaisseau à propulsion dimensionnelle, l'Icare II, franchit la barrière de l'espace-temps et émergea à proximité de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire, située à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre. Cette naine rouge, voisine minuscule et discrète du Soleil, devint ainsi le premier phare d'une odyssée qui conduirait l'humanité vers les confins de la galaxie. Ce jour-là, l'humanité cessa d'être une espèce confinée à un seul système solaire pour devenir une civilisation interstellaire. Les premières décennies furent grisantes. Les colonies se multiplièrent, d'abord timidement, puis avec une audace croissante. Nouveau-Séoul sur Kepler 442b, New Lagos autour de Tau-Ceti dans la constellation de la Baleine, la station Renaissance en orbite de TRAPPIST-1e. L'humanité déployait ses voiles dans l'océan cosmique avec l'enthousiasme d'un enfant découvrant l'immensité d'une plage. Mais l'univers n'était pas vide. Acti, l'ultimatum. Chapitre 1, le premier contact. L'amiral Christine Monroe se souvient exactement du moment où tout bascula. C'était le 14 mars 2389, à 4h17, heure de Greenwich. Elle se trouvait à bord de la station de commandement orbitale au-dessus de la Terre, sirotant son troisième café de la nuit, quand tous les écrans se figèrent simultanément. Pas une panne. Pas une erreur système. Une intrusion. Sur chaque interface, chaque hologramme, chaque dispositif d'affichage de la flotte humaine répartie sur 17 systèmes stellaires, le même message apparut. Pas en anglais, ni en mandarin, ni en aucune langue humaine. Pourtant, chaque être humain le comprit instantanément, comme si les mots étaient gravés directement dans leur conscience. Enfants du sol. Nous sommes les primordiaux. Votre expansion dans les étoiles est notée. Votre indépendance ne peut être tolérée. Christine Monroe sentit son sang se glacer. Autour d'elle, les officiers de commandement fixaient les écrans, pétrifiés. Le message continuait, implacable. Depuis l'aube de cette galaxie, nous maintenons l'ordre. 17 espèces évoluées se sont élevées aux étoiles. Toutes ont trouvé leur place sous notre protection. Vous serez la 18e. Vous avez 30 rotations de votre monde d'origine pour accepter l'harmonie. Ou votre étoile s'éteindra. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le message disparut. Le silence qui suivit était assourdissant. Christine Monroe se leva lentement, ses jambes tremblant légèrement. Elle activa le communicateur général. Toutes les unités, ici le commandement central. Convocation d'urgence du Conseil de sécurité unifié dans 1 heure. Niveau de menace, extinction. Chapitre 2, le Conseil divisé. La salle de réunion du Conseil de sécurité unifié, creusée dans le cratère Shackleton au pôle sud de la Lune, n'avait jamais connu une atmosphère aussi électrique. Les représentants de toutes les nations de la Terre, ainsi que des délégués des colonies extérieures, s'étaient rassemblés en un temps record. Le premier secrétaire Kwame Okonkwo, un Nigérian de 68 ans dont le visage portait les cicatrices des guerres de ressources du début du siècle, prit la parole en premier. Nous avons passé les dernières heures à analyser ce « message ». Nos meilleurs physiciens confirment qu'il ne s'agit pas d'une supercherie. L'intrusion simultanée de tous nos systèmes nécessiterait une maîtrise de la physique quantique qui dépasse nos capacités de plusieurs ordres de grandeur. La représentante Elena Volkov, ancienne cosmonaute devenue diplomate, intervint d'une voix tendue. Nous avons également détecté des anomalies dans 17 systèmes stellaires à travers la galaxie. Des civilisations dont nous ignorions l'existence. Toutes semblent soumises à une forme d'autorité centrale. Des esclaves, murmura le docteur Jamal Hassan, exobiologiste en chef. 17 espèces intelligentes, et toutes se prosternent devant ces primordiaux. Le silence retomba. Puis, une voix s'éleva depuis la section des colonies. C'était Marcus Chen, gouverneur de Nouveau-Séoul, un homme au regard de feu qui avait survécu à 3 tentatives de terraformation ratées. Et nous devrions faire de même ? Nous agenouiller devant des entités qui menacent d'éteindre notre soleil ? Ils peuvent le faire, Marcus répondit Okonkwo avec lassitude.
Si ces primordiaux possèdent le 10e du pouvoir qu'ils prétendent avoir, nous ne sommes rien face à eux. Des fourmis défiant des titans. Des fourmis qui ont survécu aux dinosaures, rétorqua Shen. Des fourmis qui ont conquis chaque continent de la Terre, qui ont survécu aux ères glaciaires, aux guerres nucléaires, aux changements climatiques. Des fourmis qui ont atteint les étoiles en dépit de tous les obstacles. L'amiral Christine Monroe se leva, imposant le silence. La question n'est pas de savoir si nous pouvons les vaincre. La question est, qui sommes-nous si nous nous soumettons? Les débats durèrent 3 jours et 2 nuits. Les factions se formèrent, se déchirèrent, se reformèrent. Certains plaidaient pour la diplomatie, la négociation, la survie à tout prix. D'autres réclamaient la défiance, arguant que la soumission serait pire que la mort. Au 29e jour de l'ultimatum, alors que la panique commençait à gagner les populations de la Terre, une voix inattendue se fit entendre. Chapitre 3, la station Armstrong. La station lunaire Armstrong était la plus ancienne installation humaine hors de la Terre, construite en 2069 pour commémorer le centenaire du premier pas sur la Lune. Pendant des siècles, elle avait servi de musée, de centre de recherche, de symbole vivant de l'ambition humaine. Son directeur actuel, le professeur Sara Nakamura, avait 103 ans. Elle avait vu naître la première colonie martienne, assisté au premier contact avec une intelligence artificielle véritablement consciente, survécu à la grande panne de 2278. Elle était, selon beaucoup, la mémoire vivante de l'humanité spatiale. Ce fut elle qui envoya le message. Sans autorisation du Conseil. Sans approbation militaire. Sans consultation diplomatique. À 23h59, une minute avant l'expiration de l'ultimatum, depuis les antennes de la station Armstrong, un message fut diffusé sur toutes les fréquences connues, dans toutes les directions de l'espace. La voix de Sara Nakamura, claire malgré son âge, résonna à travers la galaxie. Aux primordiaux, ou quiconque prétend régner sur les étoiles. Je suis Sara Nakamura. Je suis né sur Terre, j'ai marché sur la Lune, j'ai vu mourir Mars et renaître. J'ai vécu assez longtemps pour comprendre une vérité simple. Nous, humains, ne prions pas des rois nés dans le vide. Nous nous inclinons devant nos morts, pas devant nos maîtres. Nous avons construit des civilisations sur les cendres de nos erreurs. Nous avons fracturé l'atome, percé le secret du génome, dompté l'intelligence artificielle. Nous avons survécu à nous-mêmes, ce qui est plus difficile que de survivre à n'importe quel ennemi extérieur. Vous nous offrez le choix entre la soumission et l'extinction. Nous vous offrons une troisième option, l'indifférence. Éteignez notre soleil si tel est votre désir. Nous en rallumerons un autre. Mais sachez ceci, nous ne plierons pas le genou. Nous ne courberons pas l'échine. Et si vous faites de nouveaux ennemis, nous vous montrerons ce qu'une espèce vraiment dangereuse peut accomplir. Car nous n'avons pas peur de combattre des dieux. Nous en avons créé, adoré et tué des milliers au cours de notre histoire. Vous ne serez que des noms de plus dans notre mémoire. Le message se termina. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis Mars s'éteignit. Chapitre 4, l'obscurité rouge. L'extinction de Mars ne fut pas instantanée. Ce fut un processus horrible, presque chirurgical. D'abord, la lumière solaire cessa simplement d'atteindre la planète rouge, comme si un interrupteur cosmique avait été actionné. Les colonies martiennes, abritant 3 millions d'âmes, plongèrent dans une nuit absolue. Les générateurs de secours s'activèrent. Les dômes maintinrent leur atmosphère. Pendant quelques heures, ce fut gérable. Puis le froid arriva. Sans le rayonnement solaire, la température chuta de 60 degrés en moins d'une journée. Les systèmes de chauffage furent sollicités au maximum. Les réserves énergétiques fondaient comme neige au soleil ou ironiquement, puisque le soleil, justement, ne brillait plus. L'amiral Christine Monroe coordonnait l'évacuation depuis l'orbite terrestre, le cœur serré. Les vaisseaux cargo, les navettes de transport, même les yachts spatiaux privés ou tout ce qui pouvait voler furent réquisitionnés pour sauver les Martiens. Mais Mars était loin. Même avec les moteurs à propulsion dimensionnelle, il fallait des jours pour faire l'aller-retour.
Les primordiaux avaient laissé un message gravé dans la glace qui recouvrait maintenant Olympus Mons, visible depuis l'espace. Ceci est votre premier avertissement. Votre dernier sera définitif. Au final, 2,7 millions de Martiens furent évacués. 300 000 périrent, gelés dans leurs dômes, leurs maisons devenues des tombeaux de glace. Mars, la planète rouge, symbole de l'ambition humaine, première colonie extraterrestre, était désormais une sphère noire et morte, fantôme silencieux orbitant dans l'obscurité. Le message des primordiaux était clair, ceci pourrait être la Terre. Mais si les dieux cosmiques espéraient que cette démonstration de pouvoir briserait la volonté humaine, ils avaient mal calculé. Ils avaient sous-estimé une vérité fondamentale, rien ne rend l'humanité plus dangereuse que le martyre de ses enfants. Acte 2, la guerre impossible. Chapitre 5, le Conseil de guerre. 3 jours après l'extinction de Mars, une réunion secrète eut lieu dans les tunnels souterrains de l'ancienne base militaire de Cheyenne Mountain, Colorado. Pas le Conseil de sécurité officiel. Pas les diplomates ni les politiciens. Les architectes de la guerre. L'amiral Christine Monroe présidait, flanqué du général Victor Kozlov, commandant des forces spatiales unifiées, et de la docteure Anya Sharma, directrice du projet Prométhée, le programme d'armement le plus classifié de l'humanité. Autour de la table, 12 visages. Les meilleurs stratèges militaires, les physiciens les plus brillants, les experts en guerre non conventionnelle, et même un philosophe spécialisé en théologie comparée. Christine Monroe posa ses mains sur la table d'acier froid. Messieurs, mesdames, nous sommes en guerre contre des dieux. Une guerre que nous ne pouvons pas gagner par des moyens conventionnels. Alors, parlons des moyens non conventionnels. Le colonel James Torres, ancien des opérations spéciales, prit la parole en premier. Son visage portait les cicatrices de combats menés sur 4 planètes différentes. Première règle de la guérilla, ne jamais affronter l'ennemi sur son terrain. Les primordiaux sont des entités cosmiques? Parfait. Nous ne les combattrons pas dans l'espace. Nous les combattrons dans les esprits. La docteure Sharma activa un hologramme au centre de la table. Des données défilaient, des graphiques complexes, des équations qui auraient rendu fou n'importe quel mathématicien ordinaire. Nous avons analysé les transmissions des 17 civilisations soumises. Un schéma émerge. Les primordiaux ne sont pas omnipotents. Ils tirent leur pouvoir de quelque chose de spécifique. La vénération intervint le professeur David Shen, le théologue. C'est un concept ancien, présent dans presque toutes nos mythologies terrestres. Les dieux qui se nourrissent de la foi, de la peur, de l'adoration. Plus on croit en eux, plus ils deviennent puissants. Un silence pensif s'installa. Donc, dit lentement le général Kozlov, si nous refusons de les craindre, si nous refusons de les adorer. Ils s'affaiblissent, compléta Christine Monroe. Un sourire dangereux apparut sur ses lèvres. Nous ne pouvons pas détruire des dieux. Mais nous pouvons les affamer. Chapitre 6, Opération Hérésie. La première frappe ne fut pas militaire. Elle fut philosophique. L'opération Hérésie commença par une simple diffusion. Sur tous les réseaux de communication de l'espace humain, dans toutes les colonies, sur tous les écrans, un documentaire apparut. Pas de propagande criarde, pas de discours enflammés. Juste des faits. Des images de Mars avant l'extinction. Des familles, des enfants jouant sous les dômes, des fermiers cultivant des tomates hydrogéniques, des artistes peignant des paysages martiens. La vie ordinaire, magnifique, humaine. Puis l'obscurité. Le froid. Les derniers messages des condamnés. Et enfin, une question simple, posée par la voix de Sarah Nakamura. Qu'est-ce qu'un dieu qui assassine des enfants pour prouver sa puissance? Le documentaire se terminait sur ces mots. Les primordiaux nous demandent de les craindre. Nous leur offrons notre mépris. Ils nous ordonnent de nous agenouiller. Nous restons debout. Ils menacent de nous détruire. Nous promettons de nous souvenir d'eux comme de ce qu'ils sont vraiment, des tyrans cosmiques trop faibles pour tolérer des êtres libres. Mais l'opération Hérésie ne s'arrêtait pas aux humains. La docteure Sharma avait développé quelque chose de révolutionnaire, des pirates cognitifs.
de minuscules sondes, pas plus grandes qu'un grain de sable, capables de traverser l'espace dimensionnel et de diffuser des informations directement dans les réseaux de communication des civilisations soumises. Le message envoyé aux 17 espèces esclaves était simple. Nous sommes les humains. On nous a ordonné de nous soumettre. Nous avons refusé. Nos dieux nous ont punis. Nous les défions encore. Si une espèce aussi faible que la nôtre peut résister, que dit cela de votre soumission? Les résultats furent étonnamment rapides. Sur Kerat Prime, une planète océanique abritant la civilisation des Kelnari, des manifestations éclatèrent. Pour la première fois en 1000 ans, des Kelnari refusèrent de participer au rituel de vénération. Sur Vextara, Mondruche des insectoïdes trines, une reine-mère déclara publiquement « Nous avons cru que nous n'avions pas le choix. Les humains nous montrent que le choix a toujours existé. » Les primordiaux réagirent avec brutalité. 3 planètes rebelles furent punies et pas éteintes comme Mars, mais frappées par des tempêtes gravitationnelles qui dévastèrent leurs infrastructures. Mais le doute était semé. Et le doute, dans un système fondé sur la foi absolue, était un poison mortel. Chapitre 7 – La flotte fantôme. Pendant que la guerre idéologique faisait rage, l'amiral Christine Monroe préparait quelque chose de plus tangible. La flotte fantôme. 27 vaisseaux, construits dans le plus grand secret dans les ceintures d'astéroïdes au-delà de Neptune. Pas de design conventionnel. Pas de signature thermique. Pas d'émissions électromagnétiques détectables. Chaque vaisseau était une œuvre d'art d'ingénierie furtive, recouvert de métamatériaux qui absorbaient toutes les formes de radiation, propulsés par des moteurs à antimatière froide qui ne laissaient aucune trace. Mais leur véritable innovation était ailleurs. Nous les appelons les moteurs de paradoxe, expliqua la Dr Sharma à Christine Monroe dans le hangar secret de Sedna. Devant elle, le vaisseau amiral Défiance luisait d'une lumière qui semblait absorber la lumière elle-même. Les primordiaux, d'après nos analyses, sont des êtres de logique cosmique. Ils opèrent selon des lois universelles, des constantes. Ils peuvent prédire, anticiper, calculer. Mais notre arme secrète. Sharma sourit. C'est l'irrationalité humaine. Les moteurs de paradoxe utilisaient la mécanique quantique d'une manière que tout physicien sain d'esprit aurait jugé impossible. Ils exploitaient le principe d'indétermination à une échelle macroscopique, rendant la position et le moment des vaisseaux littéralement impossibles à déterminer simultanément. Un vaisseau de la flotte fantôme pouvait être à 2 endroits à la fois. Ou nulle part. Ou partout. C'est de la folie pure, avait dit un ingénieur lors des tests. Exactement, avait répondu Sharma. Et c'est pourquoi ça marchera. Les dieux ne peuvent pas anticiper ce qui défie toute logique. La première mission de la flotte fantôme était simple, détruire les temples. Pas des temples physiques, mais des nœuds dimensionnels où l'énergie de vénération se concentrait avant d'être canalisée vers les primordiaux. Des points de collecte de foi. Le Défiance et 6 autres vaisseaux traversèrent l'espace dimensionnel vers le système d'Altair, où les primordiaux avaient établi leur temple le plus sacré ou une structure de pure énergie orbitant une étoile binaire. L'attaque fut brutale et rapide. Des torpilles à antimatière, lancées depuis des positions impossibles, frappèrent le temple simultanément sous 6 angles différents. La structure s'effondra dans un flash de lumière qui illumina 3 systèmes stellaires voisins. Et pour la première fois dans l'histoire galactique, les primordiaux saignèrent. Chapitre 8 – Le doute des dieux. Les primordiaux n'avaient pas de forme physique au sens traditionnel. Ils existaient comme des coalescences de conscience cosmique, des nœuds de volonté pure tissés dans le tissu de l'espace-temps. Mais ils avaient des pensées. Des émotions. Et, ils découvrirent la peur. Après la destruction du temple d'Altair, les communications humaines interceptèrent quelque chose d'inattendu, une transmission entre primordiaux. Pas en langage, mais en concept pur, en émotion brute. Confusion. Colère. Et quelque chose de plus troublant encore, incertitude. Le professeur Chen, le théologue, analysa la transmission avec fascination. Ils ne comprennent pas. Pendant des éons, toute civilisation qu'ils rencontraient suivait le même schéma, peur initiale, résistance brève, soumission inévitable. Nous sommes la première anomalie.
Et les dieux, apparemment, n'aiment pas les anomalies. L'humanité intensifia la pression. La flotte fantôme frappa 3 autres temples. Les pirates cognitifs diffusèrent un nouveau message à travers la galaxie, cette fois accompagné de preuves visuelles de la destruction des temples. Les dieux saignent aussi. Ce simple fait, la preuve que les primordiaux n'étaient pas invulnérables, eut un effet dévastateur. 2 des 17 civilisations soumises déclarèrent ouvertement leur indépendance. Les Kelnari et les Vextara formèrent une alliance, annonçant qu'ils ne serviraient plus. Les primordiaux réagirent avec une violence inouïe. Kerat Prim fut frappé par une tempête gravitationnelle si intense que la planète se fendit en deux. 3 milliards de Kelnari périrent. C'était un avertissement. Un rappel de la disproportion du pouvoir. Mais c'était aussi une erreur. Car en massacrant les Kelnari, les primordiaux transformèrent une rébellion en martyre. Ils donnèrent à la galaxie quelque chose de plus puissant que la peur, la colère. 5 autres civilisations se joignirent à la rébellion. Et les humains, loin d'être intimidés, intensifièrent leurs attaques. Le colonel Torres mena une opération audacieuse, l'infiltration d'un sanctuaire primordial dans le système de Rigel. Son équipe, composée de 12 soldats utilisant des combinaisons de camouflage quantique, planta des charges d'antimatière au cœur même de la structure. Avant de s'extraire, Torres laissa un message gravé dans le métal cristallin du sanctuaire. « Mange un soleil, imposteur ». L'explosion qui suivit fut visible depuis 40 années-lumière. Chapitre 9, l'esprit indéchiffrable. Ce qui terrifiait vraiment les primordiaux, c'était leur incapacité à comprendre les humains. Ils étaient des êtres de logique cosmique. Ils pouvaient lire les pensées des espèces qu'ils dominaient, anticiper leurs actions, manipuler leurs désirs. Mais avec les humains, tout devenait chaos. Un primordial nommé Valkorat, l'un des plus anciens et des plus puissants, tenta de pénétrer l'esprit d'un prisonnier humain à un pilote de la flotte fantôme capturé lors d'une escarmouche près de Bételgeuse. Le pilote, le lieutenant Marcus Reeves, avait été prévenu de cette possibilité. « S'ils tentent de lire votre esprit, lui avait dit la docteur Sharma, ne résistez pas. Laissez-les entrer. Puis montrez-leur qui nous sommes vraiment. » Valkorat plongea dans la conscience de Reeves, s'attendant à trouver de la peur, de la haine, peut-être du désespoir. À la place, il trouva des souvenirs. Un enfant riant sur une plage terrestre. Une première guitare, désaccordée mais jouée avec passion. Un chien nommé Captain qui aboyait aux étoiles. Une grand-mère racontant l'histoire de comment l'humanité avait survécu à l'ère glaciaire. Un baiser sous les anneaux de Saturne. La naissance d'une fille. Le serment de la protéger, elle et son avenir. Et puis, au centre de tout cela, une pensée simple, cristalline, inébranlable. Vous pouvez me tuer. Vous pouvez nous tuer tous. Mais vous ne pourrez jamais nous faire accepter que la liberté ne vaut pas la peine de mourir. Valkorat se retira de l'esprit de Reeves, profondément troublé. Il avait vu dans les âmes de millions d'êtres à travers les millénaires. Mais jamais il n'avait rencontré une conviction aussi absolue, aussi irrationnelle, aussi humaine. Plus tard, Valkorat communiqua avec les autres primordiaux. La traduction approximative de son message serait: ces créatures sont dangereuses d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Elles ne craignent pas la mort. Pire, elles la considèrent comme un prix acceptable pour leurs principes. Comment vainc-on une espèce qui valorise les idées plus que la survie? La réponse vint de Keltarnox, le plus vieux et le plus puissant des primordiaux. Nous leur enlevons ce qu'ils valorisent le plus. Nous éteignons leur soleil. Sans leur monde d'origine, sans leur étoile mère, leur esprit se brisera. Acte 3, le dernier serment. Chapitre 10, la nuit éternelle. Cela arriva un mardi. Un mardi parfaitement ordinaire sur Terre. À 14h37, heure universelle, le soleil s'éteignit. Pas graduellement, comme cela s'était produit pour Mars. Instantanément. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur cosmique. Le jour se transforma en nuit en une fraction de seconde. Dans toutes les villes du monde, les lumières artificielles s'allumèrent automatiquement,
créant une lueur fantomatique sous un ciel désormais aussi noir que l'espace lui-même. La panique fut immédiate et totale. 7 milliards d'êtres humains levèrent les yeux vers un ciel qui ne devrait pas exister, vers une absence là où aurait dû briller leur étoile. Les scientifiques de l'Observatoire solaire dynamique confirmèrent rapidement l'impossible, le Soleil n'avait pas explosé, ne s'était pas effondré. Il était simplement éteint. Toutes les réactions de fusion nucléaire avaient cessé, comme si les lois de la physique avaient décidé de prendre des vacances. Les températures commencèrent à chuter immédiatement. 2 degrés la première heure. 5 après 3 heures. Les météorologues calculaient qu'en moins d'une semaine, la température moyenne de surface atteindrait moins 50 degrés Celsius. En un mois, moins 100 degrés Celsius. En 3 mois, la Terre ressemblerait à Mars, un monde gelé, mort, sombre. L'amiral Christine Monroe se tenait sur le pont d'observation de la station orbitale, fixant la sphère noire où aurait dû briller le Soleil. Autour d'elle, ses officiers attendaient des ordres, des solutions, des miracles. Elle n'avait rien à leur offrir que la vérité. Ils ont gagné, murmura-t-elle. Puis, comme en écho à sa pensée, un message apparut sur tous les écrans de la Terre et de ses colonies. La voix des primordiaux résonna, triomphante. Enfants du sol, votre étoile dort désormais. Elle ne se réveillera que lorsque vous vous agenouillerez. Votre orgueil a condamné votre monde. Mais notre miséricorde demeure. Soumettez-vous, et la lumière reviendra. Chapitre 11, la décision. Le Conseil d'urgence planétaire se réunit en session permanente dans les bunkers sous Genève. Les dirigeants du monde, les scientifiques, les militaires tous cherchaient désespérément une solution. Nous avons des réserves énergétiques pour 6 mois, maximum, annonça le ministre de l'Énergie mondiale. Les dômes chauffés peuvent protéger peut-être 2 milliards de personnes. Les autres? Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'évacuation est impossible, ajouta le général Kozlov. Nous n'avons pas assez de vaisseaux pour déplacer 7 milliards d'humains. Et où iraient-ils? Les colonies ne peuvent pas absorber une telle population. Le premier secrétaire au concours, qui avait vieilli de 10 ans en 10 jours, prit la parole d'une voix brisée. Peut-être devrions-nous considérer leur offre. Si la soumission peut sauver des milliards de vies. Non. Tous les regards se tournèrent vers la source de cette voix ferme. C'était Sarah Nakamura, la centenaire de la station Armstrong, qui avait insisté pour participer à la réunion malgré son état de santé déclinant. Non, répéta-t-elle, plus fort. Si nous nous agenouillons maintenant, nous nous agenouillerons pour toujours. Et nos enfants s'agenouilleront après nous. Est-ce cela que nous voulons léguer à l'avenir? Une humanité d'esclaves? Madame Nakamura, avec tout le respect que je vous dois, intervint un diplomate, nous parlons de l'extinction de notre espèce. Non, répliqua Sarah, ses yeux brillant d'une intensité féroce. Nous parlons de ce qui fait de nous des humains. J'ai vécu 103 ans. J'ai vu l'humanité à son meilleur et à son pire. Et je peux vous dire une chose, nous avons toujours été au meilleur de nous-mêmes quand nous refusions l'inacceptable. Elle se tourna vers l'amiral Christine Monroe. Dites-moi, amiral. Avons-nous vraiment perdu? Christine la regarda longuement, puis un sourire lent, dangereux, apparut sur son visage. Non. Nous n'avons pas perdu. Pas encore. Chapitre 12, Projet Aurore. Dans les tunnels profonds sous le pôle sud de la Lune, là où même les primordiaux ne pouvaient pas voir, la docteure Sharma avait travaillé sur quelque chose d'impossible. Le projet Aurore. Vous vous souvenez, dit-elle à Christine et à son équipe de direction rassemblée en secret, quand j'ai dit que nous ne pouvions pas vaincre des dieux. J'ai menti. Nous ne pouvons pas les vaincre en les combattant. Mais nous pouvons les vaincre en devenant ce qu'ils sont. Sur l'hologramme central apparut un schéma vertigineux, un anneau incomplet entourant un espace vide où aurait dû se trouver le Soleil. L'anneau de Dyson, murmura Kozlov. Le projet abandonné de 2301. Pas abandonné, corrigea Sharma avec un sourire. Réorienté. Redéfini. Et presque complet. Elle agrandit l'image. L'anneau, même inachevé,
était colossale, une structure de plusieurs millions de kilomètres de circonférence, construite secrètement sur 2 décennies dans les confins du système solaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de l'utiliser comme simple collecteur d'énergie. C'était toujours destiné à être notre police d'assurance. Notre dernier recours. Mais sans le Soleil, objecta un ingénieur, à quoi sert un anneau de Dyson? Le sourire de Sharma s'élargit. Qui a dit que nous avions besoin d'un Soleil naturel? Elle activa une autre série de schémas. Des équations défilaient, si complexes qu'elles donnaient le vertige. Les moteurs de causalité. Une technologie que nous avons développée à partir de l'étude des temples primordiaux. Ils peuvent manipuler la relation de cause à effet à l'échelle quantique. Combinés avec des bombes à fusion confinées ou des supernovas miniatures, si vous préférez, et canalisées à travers l'anneau de Dyson. Vous voulez créer un soleil artificiel, termina Christine Monroe, sidérée. Pas créé, corrigea Sharma. Rallumé. Le soleil n'est pas mort, juste éteint. Ses atomes sont toujours là, son hydrogène, son hélium. Nous allons simplement relancer les réactions. De force. C'est de la folie, murmura quelqu'un. Oui, acquiesça Sharma. Une folie magnifique. Les primordiaux pensent que nous avons besoin d'eux pour avoir la lumière. Nous allons leur montrer que nous pouvons la créer nous-mêmes. Quelle est la probabilité de succès? Demanda Christine. Sharma hésita. 37%. Si tout se passe parfaitement. Et si ça échoue? L'anneau se désintègre dans une réaction en chaîne qui pourrait détruire le système solaire interne. Mercure, Vénus, Terre, peut-être Mars. Le silence était assourdissant. Donc, dit lentement Christine Monroe, nous avons 37% de chances de survivre, et 63% de chances de nous anéantir nous-mêmes. À peu près, oui. Contre 100% de chances de devenir des esclaves si nous nous soumettons. Christine regarda autour d'elle, rencontrant le regard de chaque personne présente. Qui vote pour tenter le coup? Toutes les mains se levèrent. Sans hésitation. Sans exception. Chapitre 13, le dernier préparatif. Les 3 jours suivants furent un chaos organisé. Pendant que la population terrestre était évacuée vers les dômes de survie et que les températures continuaient de chuter, la flotte fantôme entière se rassembla autour de l'anneau de Dyson. Des milliers d'ingénieurs travaillèrent jour et nuit, ou plutôt, nuit et nuit, puisqu'il n'y avait plus de jour pour finaliser les derniers segments de l'anneau. Les bombes à fusion furent positionnées avec une précision chirurgicale. Les moteurs de causalité furent calibrés et recalibrés. Sur Terre, dans les rues gelées de villes devenues fantomatiques, les gens regardaient le ciel noir. Beaucoup priaient. Certains pleuraient. D'autres, étrangement, riaient ce rire hystérique de ceux qui ont dépassé la peur pour atteindre quelque chose d'autre. Sarah Nakamura diffusa un dernier message depuis la station Armstrong. Peuple de la Terre. Enfants du Soleil. Dans quelques heures, nous tenterons l'impossible. Nous essaierons de rallumer notre étoile. Cela peut réussir. Cela peut échouer. Mais quoi qu'il arrive, souvenez-vous de ceci, nous n'aurons pas plié le genou. Nous serons restés debout jusqu'à la fin. Et si nous périssons, nous périrons en êtres libres, pas en esclaves. Et si nous réussissons, nous aurons prouvé quelque chose d'extraordinaire. Que l'humanité n'a pas besoin de Dieu. Que nous pouvons être nos propres créateurs de lumière. Les primordiaux nous ont dit que sans eux, nous mourions dans l'obscurité. Montrons-leur qu'ils avaient tort. Chapitre 14, Aurore. À témoin 10 minutes, l'amiral Christine Monroe se tenait sur le pont du Défiance, vaisseau amiral positionné à l'apex de l'anneau de Dyson. Autour d'elle, tout l'équipage de commandement était à son poste. Tous les systèmes sont en ligne, annonça le commandant Yoshida. Bombe de fusion armée. Moteur de causalité synchronisé. Anneau de Dyson à 97% d'intégrité structurelle. 97? Répéta Christine. Je croyais qu'il fallait 100%.
C'était avant que nos ingénieurs passent 72 heures sans dormir à trouver des solutions créatives, répondit Yoshida avec un sourire épuisé. Sharma dit que ça devrait tenir. Probablement. Probablement, murmura Christine. Le mot préféré de l'humanité depuis l'aube des temps. À témoin 5 minutes, la docteure Sharma fit un dernier ajustement sur les paramètres de causalité. Vous savez, dit-elle à personne en particulier, j'ai réalisé quelque chose. Si nous réussissons, nous n'aurons pas seulement rallumé le soleil. Nous aurons prouvé que la conscience, l'intelligence, la volonté pure peuvent imposer sa réalité à l'univers. Exactement ce que font les primordiaux. La différence, intervint Christine Monroe, c'est que nous le faisons pour la liberté, pas pour la domination. Oui, acquiesça Sharma. C'est une différence importante. À témoin 1 minute, Christine ouvrit un canal vers toutes les stations humaines, toutes les colonies, tous les dômes de survie sur Terre. Ici l'amiral Christine Monroe, dans 60 secondes, nous lancerons le projet Aurore. Que nous réussissions ou que nous échouions, je veux que vous sachiez, c'était un honneur de vivre à cette époque. De faire partie de l'humanité qui a refusé de s'agenouiller. Que notre lumière revienne, ou qu'elle s'éteigne définitivement, nous l'aurons fait ensemble. À témoin 10 secondes, le décompte commença. 10, 9, 8. Christine ferma les yeux, pensant à sa fille sur Terre, dans un dôme sous un ciel mort. 7, 6, 5. Sharma vérifia une dernière fois les équations. Tout était aussi parfait que possible. 4, 3, 2. Dans les dômes de la Terre, 7 milliards d'êtres humains retenaient leur souffle. 1. Exécution. Simultanément, en 100 points de l'anneau de Dyson, les bombes à fusion détonèrent. Pas des explosions ordinaires, mais des réactions confinées, canalisées, dirigées par les moteurs de causalité vers un seul point, le cœur noir et froid du Soleil. Ce qui suivit défierait toute description. L'énergie pure, compressée au-delà de ce que les lois de la physique devraient permettre, frappa le noyau solaire comme un défibrillateur cosmique. Les moteurs de causalité tordirent la réalité elle-même, forçant les atomes d'hydrogène à fusionner, imposant la réaction nucléaire par pure volonté technologique. Pendant 3 secondes atroces, rien ne se passa. Puis le soleil battit. Une seule fois. Comme un cœur qui redémarre. Et il s'embrasa. La lumière jaillit, pas douce et graduelle, mais explosive, aveuglante, furieuse. Une lumière qui n'aurait pas dû exister, créée par une espèce qui refusait d'accepter l'obscurité. L'anneau de Dyson vibra, craqua, certaines sections se désintégrèrent sous la tension. Mais il tint. À peine, mais il tint. Sur Terre, dans tous les dômes, les gens virent l'impossible, ils virent le ciel noir devenir soudain bleu. Le soleil, leur soleil, qui revenait à la vie. Pas exactement comme avant. Sa lumière était légèrement différente, teintée d'une nuance qui n'existait dans aucun spectre naturel. Une lumière artificielle, imparfaite. Humaine. Les pleurs, les cris, les rires éclatèrent simultanément. Des étrangers s'embrassaient dans les rues. Des familles se serraient les unes contre les autres, incrédules. Sur le Défiance, l'équipage était figé, sidéré. Nous avons réussi » murmura Yoshida. Nous avons réussi, confirma Sharma, les larmes coulant sur ses joues. Christine Monroe s'effondra dans son fauteuil de commandement, riant et pleurant à la fois. Nous avons rallumé le soleil. Mon Dieu. Nous avons rallumé le soleil. Chapitre 15, le message. Mais la victoire n'était pas encore complète. Les primordiaux restaient une menace. Christine Monroe savait qu'il viendrait. Qu'il serait furieux. Qu'il tenterait de rééteindre le soleil, de détruire l'anneau, d'écraser cette rébellion une fois pour toutes. Alors elle envoya un message. Non pas une supplication, non pas une négociation. Un énoncé de fait, diffusé sur toutes les fréquences, vers tous les coins de la galaxie, vers les primordiaux eux-mêmes. Aux primordiaux, entités qui se croient Dieu. Vous nous avez ordonné de nous agenouiller. Nous avons refusé. Vous avez éteint Mars. Nous avons pleuré nos morts et continué.
Vous avez éteint notre soleil. Nous l'avons rallumé. Vous avez cru que sans vous, nous mourions dans l'obscurité. Vous aviez tort. Nous n'avons jamais juré de protéger le soleil. Nous avons juré de protéger la lumière. Et la lumière n'appartient à personne. Elle se crée. Elle se défend. Elle se rallume. Vous nous avez sous-estimés parce que vous ne comprenez pas ce qui nous rend dangereux. Ce n'est pas notre technologie. Ce n'est pas notre force militaire. C'est notre refus absolu d'accepter l'inacceptable. Vous pouvez détruire nos planètes. Vous pouvez tuer des milliards d'entre nous. Vous pouvez même, éventuellement, nous exterminer jusqu'au dernier. Mais vous ne nous ferez jamais plier le genou. Car nous avons compris votre secret. Nous savons d'où vient votre pouvoir. Et nous refusons de vous le donner. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des parasites qui se nourrissent de peur et de vénération. Et nous ne vous offrons que notre mépris. Voici notre dernier message, partez. Quittez cette galaxie. Libérez les espèces que vous avez asservies. Ou nous ferons ce que nous faisons le mieux. Nous innoverons. Nous improviserons. Nous combattrons avec une créativité qui défie toute logique. Et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que chacun de vos temples soit détruit, chacune de vos croyances soit questionnée, chacun de vos adorateurs soit libéré. Nous sommes l'humanité. Nous avons rallumé notre soleil. Que ferons-nous ensuite? Chapitre 16, l'effondrement des dieux. La réponse des primordiaux fut le silence. Pas un silence de contemplation, mais un silence d'incompréhension totale. Pendant des millions d'années, ils avaient régné sans contestation. Leur pouvoir semblait absolu, leur position inattaquable. Mais les humains avaient exposé la faille fondamentale de leur existence, ils n'étaient puissants que tant qu'on croyait en leur puissance. Et à travers la galaxie, personne ne croyait plus. Les Kelnari survivants, inspirés par le miracle humain, lancèrent une offensive totale contre les installations primordiales dans leur système. Les Vextara cessèrent tous les rituels de vénération. Les Antoriens, une espèce qui n'avait pas osé lever les yeux vers le ciel pendant 3000 ans, commencèrent à construire leur première flotte militaire. Sur 17 mondes, le même cri s'éleva, si les humains peuvent le faire, nous aussi. Les temples s'effondrèrent, non pas physiquement, mais énergétiquement. Le flux de vénération qui avait nourri les primordiaux pendant des éons se réduisit à un filet, puis à rien. Valkorat, le primordial qui avait tenté de lire l'esprit de Marcus Reeves, fut le premier à sentir l'affaiblissement. Sa conscience, autrefois capable d'embrasser des systèmes stellaires entiers, se rétracta. Il essaya de maintenir sa cohérence, mais sans le flux constant d'énergie psychique. Il commença à se dissoudre. Ce n'était pas douloureux. Pas vraiment. C'était plus comme disparaître. Comme si l'univers lui-même oubliait qu'il existait. Ses dernières pensées, avant que sa conscience ne se dissolve dans le néant, furent presque admiratives. Ils ont gagné. Pas par la force. Pas par la ruse. Mais en refusant simplement de jouer selon nos règles. Ces humains, ces impossibles, irrationnels, merveilleux humains. Un par un, les primordiaux s'effondrèrent. Certains essayèrent de combattre, lançant des attaques désespérées contre les mondes rebelles. Mais affaiblis, privés de leur source de pouvoir, ils ne furent que l'ombre de ce qu'ils avaient été. La flotte fantôme, rejointe maintenant par les vaisseaux de 6 autres espèces libérées, les traqua sans merci. Pas pour les tuer où on ne peut pas tuer ce qui est déjà en train de mourir, mais pour les disperser, les fragmenter, les réduire à l'insignifiance cosmique. Keltarnox, le plus ancien, le plus puissant, le dernier à tenir, envoya un message final avant de s'effondrer. Vous avez détruit un ordre millénaire. Que mettrez-vous à sa place? La réponse vint de Sarah Nakamura, depuis la station Armstrong, où elle observait le nouveau soleil briller d'une lumière imparfaite mais magnifique. Le chaos, probablement. Les erreurs, certainement. Des conflits, sans aucun doute. Mais tout cela sera notre chaos, nos erreurs, nos conflits. Et c'est infiniment préférable à votre ordre parfait et stérile.
Nous ne cherchons pas à être parfaits. Nous cherchons à être libres. Keltarnox n'eut pas le temps de répondre. Sa conscience s'évaporait déjà, se dissolvant dans les courants cosmiques, devenant une légende, un avertissement, une note de bas de page dans l'histoire galactique. Les primordiaux étaient tombés. Non pas dans un fracas de bataille épique, mais dans un murmure d'insignifiance. Les dieux étaient morts. Et ils avaient été tués par l'indifférence. Épilogue, l'aube nouvelle. 10 ans après le rallumage. La galaxie était méconnaissable. Les 17 espèces autrefois soumises avaient formé le Concordat des Libres, pas une alliance militaire, pas un empire, mais une association volontaire d'êtres qui avaient appris que la liberté valait n'importe quel prix. L'humanité, étrangement, ne dirigeait pas le Concordat. Elle n'avait jamais voulu régner. Les humains avaient leur propre projet, reconstruire Mars, explorer les confins de la galaxie, et dans un projet typiquement humain et complètement fou, tenter de créer un deuxième soleil artificiel juste pour voir si on peut le faire. Sarah Nakamura était décédée paisiblement dans son sommeil 3 ans après le rallumage, à l'âge de 106 ans. Ses derniers mots, selon les infirmières présentes, furent « pas mal pour des singes qui ont appris à marcher debout ». L'amiral Christine Monroe avait pris sa retraite pour devenir enseignante. Elle donnait des cours d'histoire aux jeunes de toute la galaxie, racontant l'histoire de la guerre contre les primordiaux. Sa leçon préférée commençait toujours par la même phrase. La liberté n'est pas un don. C'est une conquête. Et elle doit être reconquise à chaque génération. Le colonel Torres, maintenant général, dirigeait l'Académie de stratégie non conventionnelle sur Titan. Son manuel de tactique, intitulé « Comment combattre l'impossible », était devenu le texte de référence pour toutes les espèces du Concordat. La Dr Sharma continuait à travailler sur des projets de plus en plus ambitieux. Son dernier en date, un réseau de communication instantanée à l'échelle galactique utilisant l'intrication quantique et ce qu'elle appelait joyeusement de la magie pure. Sur Terre, sous un soleil qui brillait d'une lumière légèrement teintée d'artificiel, un rappel permanent de ce que l'humanité avait accompli, un monument avait été érigé. Pas un monument glorifiant la guerre ou célébrant la victoire. Simplement une liste de noms. Les 300 000 Martiens morts dans l'extinction de Mars. Les 12 000 soldats tombés lors des raids contre les temples. Les 178 pilotes de la flotte fantôme qui ne reviendraient jamais. Et au sommet du monument, une plaque simple. Ils sont morts libres. C'est suffisant. Dans les archives culturelles du Concordat, l'histoire de l'humanité était devenue mythique. Les autres espèces racontaient la légende avec une fascination mêlée de respect et d'incrédulité. Quand le ciel s'est éteint, une seule espèce a eu l'audace de le rallumer. Mais pour les humains eux-mêmes, ce n'était pas une légende. C'était un rappel. Un rappel que rien n'est impossible. Qu'aucune autorité n'est absolue. Que la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Et que parfois, les singes qui ont appris à marcher debout peuvent terrasser des dieux. Dans une station de recherche aux confins de la galaxie, une jeune scientifique humaine observait une nébuleuse en formation. À côté d'elle, un astronome Kelnari admirait le même spectacle. « C'est beau, dit le Kelnari. La naissance d'une étoile. » « Oui, acquiesça l'humaine. »« Et vous savez ce qu'il y a de plus beau ? » ?»« Quoi donc ? » Elle sourit, ses yeux brillant avec cette lueur particulière que tous les êtres de la galaxie avaient appris à reconnaître et parfois à craindre. Personne ne nous a demandé la permission de la regarder. Le Kelnari rit, ce son étrange et glougloutant propre à son espèce. Vous, les humains. Toujours à défier quelque chose, même quand il n'y a plus rien à défier. Pas défier, corrigea l'humaine. Simplement refuser d'oublier. Nous avons appris une leçon importante, dès qu'on commence à s'agenouiller, on finit par oublier comment se relever. Elle se tourna vers son collègue. Alors nous restons debout. Toujours. C'est notre serment. Notre dernier serment. Le dernier serment de Sol, murmura le Kelnari, utilisant le mot humain pour leur étoile. Oui, dit l'humaine, regardant vers l'espace infini devant eux. Le dernier serment de Sol. Nous ne nous agenouillerons plus jamais. Et quelque part, dans le tissu même de la réalité,
où les échos des primordiaux disparus flottaient encore comme des fantômes cosmiques, cette promesse résonna. Non pas comme une menace, mais comme une vérité absolue, inébranlable, éternelle. L'humanité était libre. Et elle resterait libre. Quoi qu'il en coûte. Fin. Quand ils nous ont dit de nous agenouiller, nous avons ri. Quand ils nous ont punis, nous nous sommes relevés. Quand ils ont éteint notre soleil, nous l'avons rallumé. Car nous sommes l'humanité. Et nous n'avons jamais su obéir. Inscription sur le monument de la défiance, Terre, 2399. Si cette histoire t'a rappelé pourquoi l'humanité ne plie jamais le genou. Si toi aussi tu crois que la lumière se rallume toujours, même dans la nuit la plus noire. Alors abonne-toi à cette chaîne. Rejoins ceux qui refusent de s'éteindre. Car d'autres récits t'attendent, d'autres soleils à rallumer. Ici commence ton propre serment. Le serment de Sol.